est-ce que ces provocations, comme vous les appelez, ou en tout cas cette montée de tension, est-ce qu'elle est religieuse ou d'abord et avant tout politique, Emmanuel Laval? D'abord, je vais rebondir sur ce qu'a dit Simon Epstein. Je ne suis pas d'accord sur ce qu'il a dit, sur une partie des choses qu'il a dites, dans la mesure où, historiquement, et là je parle des faits historiques, l'inflammation de ce conflit et la tentative de récupérer le mont du Temple pour transformer le conflit en un conflit international, ça a commencé du côté palestinien avec Hajj Ami al-Husseini qui avait fait du mont du Temple un sujet central pour essayer d'unifier le monde musulman contre les juifs. Ce n'est pas nouveau, et toujours d'accuser les juifs de détruire la mosquée d'Al-Aqsa. C'est depuis les années 20. Il n'y a là rien de nouveau. Arafat l'a fait et Mahmoud Abbas le fait également aujourd'hui. C'est lui qui en appelle au djihad et qui vient d'envoyer une lettre en félicitant la famille de la personne qui a essayé de tuer Yehuda Glick. Maintenant, pour parler du côté juif, du côté israélien, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui une situation dans laquelle le mont du Temple est un lieu saint pour le judaïsme et pour l'islam. Or, les juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple. Pourquoi? Yehuda Glick, que je connais, qui est aujourd'hui à l'hôpital avec 4 balles dans son corps, et je peux en témoigner, je le connais personnellement. Ce n'est pas un illuminé, c'est un homme qui vient d'une famille. Son père est un militant de gauche, lui-même dit qu'il veut tout simplement avoir le droit de prier sur le mont du Temple et qu'il ne veut absolument pas de conflit avec les musulmans, qu'il ne veut pas reconstruire le Temple et mettre fin à la présence musulmane, il veut prier sur le mont du Temple. Donc appelez ça... Donc c'est religieux. Bien entendu, il parle d'un droit de prier comme les juifs ont le droit de prier, et les musulmans au tombeau des patriarches à Hebron. C'est un lieu saint pour les deux religions. Quand Moshe Feiglin, juste après la fermeture du mont du Temple ou de l'esplanade des mosquées, revient et on peut dire que c'est une provocation, déclare qu'il, après le discours de Benjamin Netanyahu qui appelait à la retenue, qu'il va monter sur le mont du Temple dès l'ouverture de l'esplanade, on peut quand même parler de récupération politique ou en tout cas de provocation politique. Pourquoi est-ce que c'est une provocation pour un juif de prier sur le lieu le plus saint du peuple juif? Dans ce contexte, c'est une provocation. Dans ce contexte de tension, de haute tension, où tout le monde appelle à l'apaisement. Non, tout le monde n'appelle pas à l'apaisement. Mahmoud Abbas n'appelle pas à l'apaisement. Mahmoud Abbas appelle au djihad. Il l'a dit, il le répète. Il a parlé du fait que un juif sur le mont du Temple souille ce lieu. Donc, il y a là du côté musulman un négationnisme d'abord, ce négationnisme, ce qu'on appelle le négationnisme du mont du Temple, qu'avait initié Arafat à Camp David, de dire il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem. Donc de nier véritablement l'existence des temples de Jérusalem, pour finalement, et c'est ça que dit Moshe Feiglin, il dit que s'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem, et si les Juifs n'ont aucun droit sur le mont du Temple, alors la légitimité même de l'État d'Israël est remise en cause, et c'est précisément ce qu'il veut dire. C'est un message qu'il veut faire passer en disant, si un Juif n'a pas le droit de monter sur le mont du Temple, alors les Palestiniens ont raison, l'État d'Israël est illégitime. Et je pense qu'il dit là quelque chose qu'il faut écouter, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a jamais eu de présence juive dans le passé, alors là, les Palestiniens ont raison. Et c'est là-dessus qu'il veut mettre le doigt. Est-ce que les femmes du mur ont le droit d'aller prier là-bas? Ce qu'on appelle les femmes du kotel, les femmes réformées qui vont prier avec un talit et des tefilines au kotel. Est-ce que tu es pour ou non? Moi, je suis pas un fanatique de ça. Non, est-ce que tu es pour ou non? Parce que c'est la même chose. Il y a des gens qui disent elles viennent pour provoquer. Il faut pas leur donner ce droit. Donc, soit on donne un droit de religion pour tout le monde ou pas. Il y a là un double discours parce que il y a aussi des gens qui disent que les femmes du kotel sont des provocatrices. Alors, c'est comme dire que les gens qui vont sur le mont du Temple sont des provocateurs. C'est la même chose. Il y a une différence, Emmanuel, et tu le sais très bien. Le problème libéraux contre orthodoxes, c'est un problème interne aux juifs. C'est-à-dire, au pire des cas, oui, je parle de principe. Si on met la liberté individuelle avant tout, alors il faut l'appliquer à tout le monde. Non, le problème juif contre musulman, c'est 1,5 milliard de musulmans, y compris des pays avec lesquels il est vital pour Israël d'avoir des bons liens, comme la Jordanie ou comme l'Égypte. Alors, si toute l'intelligence politique de notre ultra-droite couverte par une partie du gouvernement, ça consiste à dire il faut se fâcher avec l'Égypte et il faut se fâcher avec la Jordanie parce que il faut absolument que Yehuda Glick et quelques-uns de ses copains aillent prier sur le mur. On va vers un suicide collectif. Bon. Le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, ce qui s'y passe, c'est un peu peut-être l'expression d'un problème plus profond, peut-être de l'impasse politique entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce qu'à votre avis, l'arrivée de John Kerry aujourd'hui, qui doit rencontrer Saïd Arikat, le chef des négociateurs palestiniens, peut apaiser les choses, peut changer quelque chose dans ce scénario? Emmanuel Laval. Écoutez, il y a des rapports dans la presse selon lesquels Barack Obama est en train de considérer de se débarrasser de John Kerry. Parce que lui-même réalise que John Kerry est un gaffeur en série sur la scène internationale
que plus personne, spécialement au Proche-Orient, ne le prend au sérieux. Donc penser que John Kerry va venir maintenant résoudre des problèmes qu'il n'a fait qu'empirer ces 2 dernières années, c'est difficile à voir comment. Il a perdu sa crédibilité aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Je vous rappelle qu'il y a eu pendant plus d'1 an des négociations qu'il a poussées, négociations qui ont été menées par Tzipi Livni, qui ont touché à tous les sujets du cœur du conflit. Il n'a pas réussi à faire avancer les choses, donc on voit difficilement qu'est-ce qu'il y a de nouveau à proposer. Alors justement, voir un scénario où le Caire reprendrait un petit peu la main sur les négociations entre Israéliens et Palestiniens, pas seulement avec le Hamas, mais avec l'autorité palestinienne, et volerait un petit peu la vedette aux États-Unis. Vous savez, Simon vient de parler effectivement du rôle des États-Unis pendant Camp David. Pourquoi est-ce que ça a fonctionné à Camp David? Parce que tout est une question d'intérêt. L'Égypte avait un intérêt à l'époque, l'Égypte de Sadat, de passer du camp soviétique au camp américain pour avoir l'aide financière américaine de plus de 2 milliards par an. Les États-Unis avaient intérêt de récupérer l'Égypte qui était dans le camp soviétique. Il y avait là des intérêts concurrents. Et Israël avait un intérêt de sortir l'Égypte du clan des pays belligérants. Aujourd'hui, il y a un intérêt entre l'Égypte et Israël sur la question du Hamas, sur la menace que représentent les frères musulmans en Égypte, sur la menace également de Al-Qaïda, la menace également du soutien du Qatar pour tous les mouvements fondamentalistes dans la région. Donc sur ce plan spécifique, il y a une coopération. Le problème dans cette équation, et c'est qu'on l'a vu dans le conflit de l'été dernier, c'est que les États-Unis ont voulu imposer à Israël, à l'Égypte, le plan de cessez-le-feu pro-Hamas du Qatar et de la Turquie. Donc il y a un véritable problème là avec la politique américaine. Il manque dans cette équation une politique américaine, à mon sens, plus logique, qui va plus dans la direction des alliés des États-Unis au lieu d'aller dans la direction des opposants des États-Unis dans la région. C'est ça le problème aujourd'hui. Le mot d'ordre, du moment où on l'aura compris, c'est le statu quo et la préservation absolue de ce statu quo. Vous savez, on parle beaucoup de statu quo ce matin, le statu quo de Jérusalem et du mont du Temple, le statu quo entre Israël et les Palestiniens, mais c'est un terme qui n'est pas exact, parce que c'est vrai que sur le terrain, il y a un blocage, comme on le sait, des négociations en dépit des efforts de John Kerry et en dépit de l'application personnelle de Tzipi Livni. Mais dans la réalité, sur le terrain, ce statu quo se dirige également vers un changement de la réalité de facto sur le terrain, dans la mesure où effectivement il n'y a pas une solution. On parlait tout à l'heure de gestion du conflit. La question est de savoir dans quelle direction de gestion du conflit on se dirige. J'ai écouté ce matin à la radio Tzipi Livni qui disait qu'effectivement elle a condamné très fermement les propos de Mahmoud Abbas qui ont félicité la famille du terroriste qui a essayé de tuer Yehuda Glick. Et lorsque le journaliste lui demande alors si on ne peut pas négocier avec lui, quelle est l'alternative, et elle parle d'une espèce elle dit qu'il faut un accord avec la communauté internationale. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais même elle ne sait pas exactement, elle bafouille un peu quand on lui demande quelle est l'alternative. C'est qu'elle reconnaît que dans les faits, il y a un statu quo. Quand on lui demande alors qu'est-ce qu'il faut faire, elle dit qu'il faut un accord avec la communauté internationale. Est-ce que la reprise, Emmanuel Lavon, la solution pour une reprise à court terme du processus de paix, c'est quoi? Vous savez, le processus n'est pas une fin en soi. Et je vous rappelle que ce processus, c'est plus un processus qu'un processus de paix, parce qu'il dure depuis plus de 20 ans. Et pendant ces 20 ans, on a touché à plusieurs reprises les questions de fond. Et sur ces questions de fond, il n'y a pas eu d'accord, que ce soit Jérusalem ou les réfugiés. Je ne vois pas d'évolution là-dessus du côté palestinien. C'est pas seulement moi qui le dis. Un des grands historiens du conflit israélo-arabe, Benny Morris le dit lui-même. Les Palestiniens n'ont pas bougé d'iota sur la question du droit au retour. Donc je suis très pessimiste sur la possibilité d'un accord. Mais je ne suis pas pessimiste sur l'avenir d'Israël, parce que quand je vois l'évolution d'Israël et de ses voisins ces 60 dernières années, personnellement, je ne peux être que optimiste. Nous sommes dans une région où nos voisins ne cessent de s'entretuer et de rétrograder sur tous les plans. Donc personnellement, en dépit de mon pessimisme sur la possibilité d'un accord, je suis optimiste sur l'avenir d'Israël.